Le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, directeur médical de Doctissimo et auteur de Coronavirus. Comment se protéger? Vaste question. Chez l'Archipel, on a beaucoup de questions à vous poser, docteur. Bonjour Gérald Kierzek. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Au lendemain donc, de cette nouvelle conférence de presse d'Olivier Véran, selon le ministre de la Santé, relâcher notre vigilance maintenant, c'est courir le risque de contraintes plus fortes dans un avenir proche. Il a raison, selon vous, il est trop tôt pour assouplir toutes ces mesures sanitaires? Il a raison. Il faut y aller doucement, il n'est pas question de faire du on-off. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre de mesures, la situation s'est calmée, l'intuition du président de la République est plutôt bonne. Il ne faut pas être dans un alarmisme à tout craint, mais il ne faut pas non plus être dans un rassurisme. Donc l'idée, c'est de trouver ce chemin, cette ligne de crête et tout rouvrir maintenant. Non, en revanche, relâcher progressivement et probablement avec des mesures différenciées. Et ça, on n'en a pas pris la mesure, mais on voit bien que sur le territoire, vous allez en Bretagne, il ne se passe pas grand-chose, mais depuis le début, à la limite, et que le confinement national qu'on a eu l'année dernière, il n'aurait plus de sens aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut aussi relâcher, pas faire l'erreur du déconfinement comme ça avait été fait là aussi, où allez, on ouvre tout, mais il faut y aller vraiment étape par étape. Là, on n'a pas l'impression, en tout cas, ce qu'on a entendu hier soir, qu'on était en train de relâcher même progressivement. Alors, dans la bouche d'Olivier Véran, non. Dans la bouche de Roselyne Bachelot, oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, c'est les deux lignes qui sont suivies par le gouvernement avec le président de la République au milieu. On voit bien que le festival va rouvrir, en tout cas dans certaines conditions de sécurité, etc. Parce que Roselyne Bachelot ne peut pas dire strictement l'inverse de ce que dit le ministre de la Santé. Donc on prend les précautions sanitaires et politiques. Il y a vraiment les deux choses. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a ces deux lignes au gouvernement. Ça serait bien qu'on sorte un peu de cette hystérie sanitaire ou de cette hystérie politique et qu'on arrive un peu à un apaisement. Parce que je pense qu'en plus, les Français, nous, tout le monde a besoin un peu de cet apaisement et ni de l'alarmisme, ni du rassurisme. On parlait de la question à l'instant des festivals où ça se relâche petit à petit, donc à 5 000 personnes pour cet été. Est-ce qu'on peut envisager aussi, selon vous, la même chose avec une certaine forme de réouverture progressive, avec tout de même des mesures sanitaires strictes pour d'autres secteurs? Je pense par exemple aux restaurants, notamment. Il va falloir qu'on se remette à vivre quand même. On ne va pas vivre comme ça pendant des années. Et donc on voit bien qu'il y a des conditions de sécurité à prendre. Il y a des lieux de vectorisation, ce qu'on appelle des lieux de contamination qu'on connaît. Moi j'aimerais bien qu'on aille voir ce qui se passe vraiment dans les hôpitaux, dans les établissements de soins. Le coronavirus, c'est devenu quasiment une maladie nosocomiale. C'est-à-dire vous rentrez à l'hôpital, vous ne l'avez pas, et vous ressortez, vous risquez de l'avoir. Donc il y a des lieux comme ça qu'il faut à tout prix sécuriser. L'entreprise, c'est un lieu qu'il faut sécuriser. Là aussi, le télétravail, c'est bien beau, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se remettre au boulot, j'allais dire. Et pour se remettre au boulot, c'est aussi l'occasion de faire des tests dans les entreprises, des tests préventifs pour sécuriser ces lieux-là. Donc moi, je préférerais qu'on rouvre les restaurants. Parce que là, on n'a pas assez d'informations pour savoir si oui, sinon, finalement, dans les restaurants, dans les entreprises, il y a des risques importants ou pas. Il y a des endroits où ça contamine. C'est pas à l'extérieur dans un festival, où c'est à l'air libre. C'est en revanche dans une entreprise ou dans un endroit, et on l'avait bien vu l'année dernière à Mulhouse, quand vous avez une chorale qui va dans un endroit fermé avec beaucoup de monde, ça c'est un lieu à risque. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, mais je pense que ça veut dire que si on veut les faire redémarrer, il faut les sécuriser. Et cette sécurisation des lieux comme ça de transmission, elle n'est pas proposée. Alors après, on a des moyens simples, on a des tests rapides antigéniques, on a le système du pooling salivaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez 400 personnes, plutôt que de faire 400 tests, vous pouvez faire un test pour 40 personnes avec des tests salivaires. Et puis comme ça, quand vous avez un échantillon de 40 personnes et que c'est négatif, vous savez que les 40 sont négatifs. Ça, c'est un moyen de démultiplier, d'optimiser le testing et de sécuriser. Et qui dit sécurisation des lieux, dit réouverture des lieux. En tout cas, pour le moment, on fait avec ce couvre-feu à 18h aussi. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'il est en place dans toute la France. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la réelle efficacité de cette mesure pour lutter contre l'épidémie? Non. Mais vous savez que toutes les mesures qui ont été prises, que ce soit le confinement, le couvre-feu, on voit des courbes, non, ça monte, ça descend, etc. Il y a d'autres pays qui n'ont pas pris les mêmes mesures, ça monte et ça descend pareil. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, chaque jour, quand vous regardez, c'est moins 30% en termes de nombre de cas et en termes de nombre de décès. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Bref, il y a une tendance mondiale. L'OMS disait il y a quelques jours, moins 16% des cas qui sont détectés. Cas détectés, attention, c'est pas des malades, c'est des gens qui ont fait des PCR qui sont parfois avec des taux d'amplification
complètement différent d'un pays à l'autre, donc les comparaisons internationales sont difficiles. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une épidémie en cloche et que ça descend. Alors, est-ce que c'est une causalité, une imputabilité, comme on dit, avec les mesures prises et le couvre-feu en particulier? On n'en sait rien. Il y a beaucoup de papiers scientifiques qui disent que ça n'a pas forcément d'impact, et notamment, ça n'a pas eu d'impact sur la mortalité, et que c'est plutôt les déterminants de la population. Si vous avez une population qui est âgée, fragile, c'est ça qui détermine finalement beaucoup de mortalité, et c'est pas tellement les mesures qui sont prises. Le couvre-feu, en plus, vous avez dit dans toute la France. Là aussi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire les mêmes mesures dans des endroits où il y a un taux d'incidence qui est extrêmement faible, les réanimations ne sont pas du tout saturées, par rapport à d'autres endroits où effectivement il y a plus de tension hospitalière. Ça veut dire qu'on peut envisager, par exemple, d'amorcer la fin d'un couvre-feu à 18h dans certains départements où ça va mieux plutôt que d'autres où on va le conserver? Mais il faut différencier les mesures. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des mesures qui soient un peu plus strictes dans des territoires où il se passe vraiment quelque chose, ou dans des territoires au passage où les structures hospitalières sont inférieures. Regardez ce qui se passe à Mayotte, par exemple. On a fait peur aux gens en disant oula, c'est le variant sud-africain, etc. Oui, il y a peut-être du variant sud-africain. En fait, la réalité, c'est qu'il y a 500 000 habitants à Mayotte et qu'il y a 16 lits de réanimation. Ils sont sous-équipés, mais de manière chronique. Chaque année, vous avez des renforts qui partent à Mayotte. Il n'y a pas d'endroit pour pouvoir évacuer les malades à part sur l'île de la Réunion. Donc, on voit bien que c'est bien un problème de crise structurelle et de sous-équipement hospitalier. Et donc, ce sous-équipement hospitalier, il existe dans d'autres régions. C'est ces régions qui expliquent qu'elles sont en rouge. Alors, c'est ces régions qu'il faut aider, et c'est dans ces régions où il faut prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas trop de malades qui arrivent à l'hôpital. Mais vous voyez, ce sont ces indicateurs qui sont tout à fait différents, et qui sont même différents du taux d'incidence ou différents de la virulence de l'épidémie. C'est parfois le manque d'équipement dans telle ou telle région de France. Il y a un sujet aussi qui fait débat, c'est la question de l'autoconfinement des personnes âgées et vulnérables. Le Conseil scientifique continue de le demander, de le défendre. Olivier Véran s'y oppose. Vous en pensez quoi? C'est quoi votre position sur ce sujet? Les personnes âgées sont autoconfinées depuis 1 an. Enfin, beaucoup ont peur de sortir, donc l'autoconfinement, il est déjà fait. Moi, je pense que c'est assez, sur un plan éthique, assez dommageable de discriminer telle ou telle population. Et puis surtout, ça ne marche pas sur le plan médical. Regardez, les clusters où le taux de mortalité est le plus important, ce sont les EHPAD. Or, les EHPAD, par définition, ce sont des endroits confinés, avec des personnes âgées qui sont confinées. Donc, on voit bien que ça n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens non plus, c'est les positions du Conseil scientifique. Enfin, on voit bien qu'il y a une décrédibilisation complète de ce Conseil scientifique, qui publie dans le Lancet des choses qui sont complètement surannées, dépassées. Enfin, il y a un vrai souci de ce Conseil scientifique. Il doit être là en conseil, pas en communication. Publier, et c'est sorti il y a quelques jours, des positions d'autoconfinement, etc., n'ont pas de sens, surtout quand on ne fait rien en parallèle. Quand je parlais de sécuriser les lieux, d'aller faire du pooling salivaire, d'aller faire des choses que nos voisins ont fait, les tests salivaires, par exemple, on les attend depuis combien de mois en France? Donc on voit bien qu'on n'a pas tout fait. Ils arrivent. L'autre chose, oui, non, mais ils arrivent, d'accord, ils arrivent. C'est comme la vague qui va arriver, etc. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est qu'on a un problème de tension hospitalière. Pas de problème, créons des lits. Remettons un maillage de proximité, d'hospitalisation. Alors on nous dit oui, mais c'est de la réanimation, il faut une infirmière, un réanimateur. Mais pas du tout. La prise en charge du Covid, et ça aussi j'aimerais bien entendre ce discours positif, elle a complètement changé depuis le mois de mars ou avril 2020. Avant, on avait des gens qui arrivaient aux urgences, qui arrivaient dans les services de réanimation, on les intubait, malheureusement ils mouraient. Maintenant, le pronostic a complètement changé. On leur donne un peu d'oxygène, un peu d'anticoagulant et un peu de cortisone. Et en 3 jours, dans l'immense majorité des cas, vous êtes remis sur pied. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un problème de tension hospitalière, on peut créer des services dédiés Covid, ce qui permet en plus de continuer à faire des opérations chirurgicales et pas faire une perte de chance pour les autres malades, et puis de pouvoir donner un message positif, de dire l'hôpital va tenir. Le message positif qu'il peut y avoir aussi, ça concerne les traitements. On en est où à ce niveau? Justement, les traitements, c'est ce que je vous disais, ça a changé radicalement la donne. La cortisone, par exemple, sauve des malades. Il faut traiter les gens précocement. En fait, on les a pris mars-avril 2020, on s'est fait prendre de court, et les gens arrivaient trop tard, allaient en réanimation. Mais ce n'est plus une problématique de réanimation maintenant. Il faut traiter les gens en amont. C'est-à-dire quand vous avez des facteurs de risque, vous avez 80 ans, un peu d'obésité, un peu de diabète, dès que ça va pas, il faut vous faire un scanner. Le scanner, ça se fait à l'hôpital ou en ville, et dès qu'il y a une pneumonie, une complication ou une embolie pulmonaire, parce que beaucoup de malades sont morts de ce caillot, vous savez, qui bloque la circulation dans la circulation pulmonaire, on vous donne les anticoagulants, la cortisone et l'oxygène, et vous passez ce cap aigu avant la réanimation. Donc là aussi, le débat, il est complètement biaisé. Quand je ne vois que des réanimateurs invités sur tous les plateaux télé, ou quelques réanimateurs
infirmières qui tirent la sonnette d'alarme en permanence. Ce n'est plus un problème de réanimation. Il faut régler le problème avant la réanimation. Et finalement, la réa, c'est une situation qui est déjà, j'allais dire, quasiment trop tard ou désespérée. On parle justement de la situation des hôpitaux. Vous-même à l'Hôtel-Dieu, ça donne quoi, étant donné qu'on est passé depuis hier en organisation de crise? Alors très concrètement, le service d'urgence de l'Hôtel-Dieu, par manque de personnel. Donc encore une fois, on voit bien qu'on est sur une crise structurelle qui date pas d'hier, cette crise de manque de personnel, etc. Il faut créer en prévision de, parce qu'il y a les modèles mathématiques qui nous disent que ça va augmenter. Ça aussi, attention, mais prenons des pincettes pour ces modèles mathématiques. On a vu que les prédictions ne sont pas toujours exactes. Oui. Donc on crée des lits Covid. Donc pour créer des lits Covid, on prend les infirmières d'un service, l'Hôtel-Dieu, on les met à l'hôpital Cochin. Et puis c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, puisqu'on se dit, on a créé des lits Covid. Donc vous voyez bien, c'est qu'il y a des malades Covid. Non, enfin, il y a des lits Covid qui sont créés en prévision d'eux, et puis on va voir. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Le ministre de la Santé aussi a annoncé hier la prolongation de la durée de l'isolement pour les cas positifs de 7 à 10 jours. Ça, c'était nécessaire? C'est une mesure de précaution. Il se trouve que les variants, notamment le variant britannique, auraient une période de contagiosité un peu étendue. C'est-à-dire qu'on était à 6 jours avec le variant souche européenne classique. On est plutôt autour de 8 jours. Donc on prend un peu des marges de sécurité et ça a été étendu à 10 jours. Ce qui va complexifier largement dans le monde du travail. Enfin, les règles vont changer de cas contact, etc. Alors après, on peut pas le reprocher, on peut pas lui reprocher de prendre ce principe de précaution. 10 jours, c'est ce que les Chinois avaient fait. Ils ont étendu aussi leur période. Après, ça me permet de dire un mot sur les variants. Il faut arrêter là aussi de s'exciter sur les variants, de dire les mutants, etc. On va trop loin en termes anxiogènes. Oui. Un virus, ça mute. Ça fait partie de l'histoire naturelle, de la vie naturelle d'un virus. On a l'impression qu'on découvre le truc. Alors, il faut qu'on suive cette épidémie, probablement pas en faisant des PCR, en doublant le nombre de PCR, en faisant du criblage sur toutes les PCR, mais en tout cas, faire un peu un espèce de sondage avec 5% des PCR positifs, par exemple, partout sur le territoire. On va plus loin et on essaie d'identifier les variants. Très bien, c'est un des indicateurs. Mais on ne doit absolument pas s'affoler et prendre des mesures, par exemple, de confinement en disant, oh là là, si le variant anglais ou sud-africain prend des proportions, prend la place finalement de la souche habituelle, on doit confiner. Mais pas du tout. De toute façon, les variants vont prendre la place de la souche de base, de la souche européenne. Ça fait partie de la vie des virus, encore une fois. Le virus, il mute, et plus vous mettez de la résistance, c'est-à-dire du vaccin, par exemple, plus vous allez vacciner les gens, ou plus vous avez des gens qui sont immunisés, plus le vaccin, plus le virus, pour sa propre survie, va changer, va muter, mais ça fait partie de la vie des virus, et il mute pas forcément vers plus de virulence. Parfois, il mute aussi vers moins de virulence. Ça veut dire qu'il va falloir s'habituer aussi à se vacciner, peut-être comme avec la grippe. Ça veut dire qu'il va falloir vivre avec ce virus. La stratégie zéro Covid qu'on entend là maintenant, d'éradiquer complètement le Covid, je pense que sur un coronavirus, ça paraît extrêmement compliqué et illusoire. Et oui, la vaccination qui, au passage, il faut vacciner les gens à risque. Et les gens à risque, c'est les plus de 65 ans. Les gens à risque, c'est pas une vaccination massive. Et cette vaccination, elle va être un des remparts. On a l'impression que c'est un peu la panacée universelle, que tout le monde sera vacciné, donc du coup, on n'entendra plus parler du coronavirus. C'est complètement faux. C'est comme cette histoire de passeport sanitaire. Vous êtes vacciné, vous allez pouvoir aller au restaurant. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens sur un plan médical, parce que d'abord, on n'a jamais prouvé que le vaccin empêchait la transmission. Vous pouvez porter, vous pouvez avoir une petite maladie, coronavirus, ça va empêcher les complications graves, mais ça n'empêche pas le portage, donc ça n'empêche pas de transmettre. Et puis l'autre chose, c'est que sur un plan éthique, on est sur quelque chose qui est complètement aberrant, de dire il y a les bons citoyens, les mauvais citoyens, les gens qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. En plus, ce vaccin, il va falloir probablement l'adapter. Peut-être qu'il faudra faire une piqûre de rappel chaque année, etc. Une piqûre de rappel, exactement, une piqûre de rappel du vaccin chaque année, mais en tout cas, aller faire un passeport sanitaire pour aller, c'est pas un passeport ça fait exotique, mais en fait c'est un laissez-passer. Donc un laissez-passer pour aller au restaurant, ça n'a aucun sens, ni éthique, ni médical. En tout cas, le Conseil économique et social a lancé une grande consultation en ligne sur le sujet. Vous pouvez aller sur le site internet si vous avez envie de donner votre avis, en tout cas à ce sujet. On aura compris le vôtre. Le mot de la fin, Gérald Kaysiak, c'est avec Laurence Garcia. Oui, alors vous parlez de laisser-passer, on va parler de passe-droit. C'est la question du jour qu'on pose à nos auditeurs. Nicolas Sarkozy, déjà vacciné à 66 ans, est-ce que ça vous choque? C'est la question qu'on pose à nos auditeurs. Pour l'instant, ils ne sont pas trop choqués. Et vous, ça vous choque? Non, enfin, ça ne me choque pas, parce que d'abord, on ne connaît pas son dossier médical, et c'est le secret médical. Deuxièmement, c'est un ancien président de la République. Et troisièmement, moi, j'aimerais bien que tout le monde à plus de 65 ans puisse avoir accès à la vaccination. Pourquoi un ancien président de la République aurait... faut pas être naïf. Un ancien président de la République, c'est quelqu'un d'important dans le pays. On voit d'ailleurs qu'il y a des moyens
moyens qui lui sont alloués. Donc ça, c'est démocratique, hein, puisque c'est décidé, la garde du corps, un secrétariat, etc. Donc ça ne me choque pas outre mesure. En revanche, ce qui me choque, c'est qu'on ait une espèce d'impression de cette population entre 65 et 75 ans. Ouais. Beaucoup de gens qui me disent, mais nous, on a l'impression un peu d'être les oubliés dans cette histoire-là. Effectivement, je pense qu'il faut donner un coup d'accélérateur sur les plus de 65 ans, parce que les plus de 75, ils sont dans la cible. Les moins de 65, avec l'AstraZeneca, etc., ils sont dans la cible avec des pathologies, des comorbidités. Mais les 65, 75, c'est vrai que ça peut donner l'impression qu'il y a un trou dans la raquette. Et d'un mot, on aura tous été vaccinés pour ceux qui le souhaitent d'ici la fin de l'été, comme le dit Emmanuel Macron. Moi, je suis contre une stratégie de vaccination massive. Je pense qu'il faut vacciner les gens à risque. Il faut toujours être dans une balance bénéfice-risque. Le bénéfice de la vaccination, il est indiscutable pour les gens qui ont des risques de maladies mortelles de coronavirus. Je vous rappelle que le taux de mortalité du coronavirus, il est de 0,1%. Donc, il faut sortir de l'idée que je te touche, t'attrapes le coronavirus, tu meurs. On n'est pas du tout là-dedans. C'est 0,1% et la médiane d'âge des décès, c'est 85 ans. Et ben voilà, on est un peu moins anxiogène. Vous êtes vacciné, grâce à vous. Non, parce que je suis pas dans la cible. Voilà. Merci Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu, directeur médical de Doctissimo et auteur de Coronavirus, comment se protéger. C'est aux éditions L'Archipel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.